L'énergie nucléaire est connue depuis un peu plus d'un siècle. Elle se manifeste dans des réactions de fission de noyaux lourds ou de fusion de noyaux légers. Il existe de nombreux projets de centrales de plus petite puissance, les SMR. Le plan général d'une centrale. À gauche, dans le bâtiment réacteur, le cœur, où les barres d'uranium baignent dans l'eau, le circuit primaire, le pressuriseur qui maintient une pression de 155 bars, et le générateur de vapeur. Au milieu, le circuit secondaire qui alimente les turbines en vapeur à 330 degrés Celsius et recycle l'eau à la sortie du condenseur à 70 degrés Celsius. L'uranium naturel se compose de 0,7% d'uranium-235 et 99,3% d'uranium-238. Ce sont les neutrons qui assurent la stabilité du noyau. L'uranium-235, constitué de 92 protons et 143 neutrons, est fissile, tandis que celui d'uranium-238, avec ses 146 neutrons, ne l'est pas. Si le noyau d'uranium-235 absorbe un neutron, il se casse en deux morceaux et éjecte 2 à 3 neutrons, qui à leur tour pourront atteindre des noyaux d'uranium. La réaction en chaîne. Pour que la réaction en chaîne se développe, les neutrons produits doivent avoir une probabilité suffisante de rencontrer un noyau d'uranium-235. Il faut donc soit une grande quantité d'uranium naturel, soit de l'uranium enrichi. 5% d'uranium-235 qui convient le mieux pour les grosses centrales. Actuellement, c'est par centrifugation de l'hexafluorure d'uranium gazeux à 60 degrés Celsius que l'on prépare le combustible des centrales. En passant d'une centrifugeuse à la suivante, le gaz s'enrichit petit à petit en uranium-235. Le gaz appauvri est recyclé tant qu'il a un taux supérieur à 0,25%. Voilà un assemblage de tubes 256 qui contiennent les pastilles d'oxyde d'uranium enrichies qui vont entrer en réaction. Ces assemblages sont rangés au fond d'une cuve remplie d'eau. L'eau a deux fonctions: ralentir les neutrons, évacuer la chaleur. Les tubes contenant l'uranium, les barres de contrôle et de sécurité sont disposées de façon à répartir au mieux l'activité des neutrons. La question du rendement. La turbine fonctionne avec une vapeur à 320 degrés et le condenseur maintenu à 70 degrés Celsius par de l'eau froide prise dans un fleuve, la mer ou au retour des aéroréfrigérants. Dans ces conditions, le rendement est de l'ordre de 30%. Pour produire 1300 MW électriques, il faut dissiper dans la nature 2600 MW thermiques. La centrale nucléaire, en définitive, on retrouve le cœur, avec autour de 100 tonnes d'oxyde d'uranium-235, le circuit primaire qui travaille entre 320 et 280 degrés Celsius sous 155 bars, le circuit secondaire et la turbine fonctionnant avec une vapeur à 320 degrés pour finir avec de l'eau à 70 degrés. Pour produire 1300 MW électriques, il faut se débarrasser de 2600 MW thermiques. L'uranium est très énergétique. Avec 10 grammes d'uranium, on a l'équivalent d'une tonne de charbon ou de 10 000 kWh. En sortie de cycle, une tonne de combustible contient 950 kg d'uranium-238 à 1% d'uranium-235, 10 kg de plutonium-239 et divers éléments radioactifs. On extrait le plutonium-239, on fabrique un nouveau combustible, MOX, avec 8% de plutonium et 92% d'uranium appauvri. La centrale EPR de Flamanville sera plus puissante, avec 1650 MW, plus sûre aussi, et assure une meilleure utilisation de l'uranium. L'uranium-238 est fertile, il donne le plutonium-239 qui est fissile, selon ce schéma de réaction. Le plutonium est fissile comme l'uranium-235. Dans certains réacteurs du type superphénix, le combustible est un mélange d'uranium-238 et de plutonium-239. Certains neutrons émis par la fission du plutonium contribuent à la réaction en chaîne du plutonium,
tandis que les autres transforment de l'uranium-238 en plutonium-239. Dans un surgénérateur, il se forme plus de plutonium qu'il n'en disparaît. En définitive, c'est l'uranium-238 qui est consommé. Le thorium, bombardé par les neutrons, donne l'uranium-233 fissile et on retrouve le même schéma qu'avec l'uranium-238. La fusion d'isotopes de l'hydrogène est 10 fois plus énergétique que la fission de l'uranium. Mais pourra-t-on maîtriser sur Terre cette formidable énergie que nous dispense le Soleil? Les trois isotopes de l'hydrogène commun, celui qu'on trouve dans tous les composés chimiques ou presque de la Terre, le deutérium, qui représente 0,0115% de l'hydrogène contenu dans l'eau de mer, le tritium, radioactif de période 12,3 ans, il faut donc le fabriquer. Un noyau de deutérium peut fusionner avec un noyau de tritium et donner un noyau d'hélium et un neutron. En bombardant du lithium, les neutrons peuvent produire le tritium nécessaire à la réaction. Le tokamak est une énorme chambre dans laquelle on fait le vide. À l'intérieur, on établit un plasma dont la température peut être supérieure à 100 millions de degrés. La température des fils des électroaimants qui maintiennent le plasma au loin des parois est moins 269 degrés Celsius. Les tokamaks ont déjà donné des fusions, mais dans des temps très courts et en ne permettant pas de récupération d'énergie. ITER nous en dira plus sur la faisabilité. ITER, c'est un projet commun à 35 pays. L'objectif est de produire 500 MW avec un chauffage de 50 MW pour le démarrage. Il est prévu un premier placement en décembre 2025 et décembre 2035, essai avec deutérium et tritium. Voilà l'état actuel du bâtiment ITER qui se construit au sud de la France. Le projet avec des lasers est peut-être plus abouti. Près de 200 lasers éclairent une bille de deutérium et tritium située dans une capsule en or. Actuellement, l'énergie produite est voisine de celle dépensée pour amorcer la fusion. Les petits réacteurs de 100 à 300 MW sont, on pourrait dire, à la mode. Ils permettent une fabrication standardisée en usine. Ils sont plus sûrs car le générateur de vapeur est dans la cuve. Ils peuvent être adaptés à des situations particulières, sous-marins, brise-glace, dessalement, eau de mer. Voici l'exemple d'un petit réacteur, celui du sous-marin nucléaire Le Terrible. Astrid est un projet du CEA qui vient d'être abandonné au profit d'un réacteur de recherche qui testera les matériaux des réacteurs à venir. L'idée, c'était utiliser de l'uranium appauvri et du plutonium, une puissance visée de 600 MW et le refroidissement avec du sodium liquide à 400 à 550 degrés Celsius, un rendement prévisible de 42%. Dans le cas des sels fondus, on choisit une technique bien différente. Les réactifs sont sous forme de sel fondu, ce qui permet d'atteindre des températures de 400 à 500 degrés. La manipulation des produits est plus facile et se fait en continu, et la sécurité est améliorée. Le bon réacteur. Selon les usages envisagés, on peut améliorer le rendement en utilisant directement la chaleur produite. Si on utilise de l'eau sous pression, on obtient des températures de 320 degrés Celsius qui conviennent pour fabriquer de l'électricité, pour les industries du papier, pour les réseaux de chaleur. Si on utilise du sodium ou du plomb fondu, on peut aller jusqu'à 550 degrés Celsius et on obtient naturellement un meilleur rendement. Si on utilise une autre filière avec un refroidisseur gaz et des sels fondus, on peut obtenir 800 degrés, voire un peu plus, et fabriquer de l'hydrogène vert. Les perspectives. La Russie a donné une autorisation de la construction en 2024 d'un SMR de 50 MW pour une mise en service en 2028 pour une mine d'or en Sibérie. En Chine, mise en construction d'une centrale de 125 MW pour alimenter 500 000 foyers.
Aux USA, le projet NuScale centrale de 12 unités de 60 MW prévu pour 2029. TerraPower est un autre projet de centrale de quatrième génération à sel fondu de 350 MW avec une réserve permettant d'atteindre 700 MW durant 5h30. En France, le projet Nouward combine deux réacteurs de 170 MW à eau pressurisée en vue de 2035. L'avenir des SMR, la miniaturisation permet à de grands groupes industriels de se lancer dans la compétition économique et de proposer des réacteurs spécifiques. Des laboratoires du monde entier font des recherches sur les éléments susceptibles de fournir de l'énergie et sur les technologies les mieux adaptées. Combustible, modérateur, tenue des matériaux exposés au flux de neutrons, possibilité de recyclage, gestion des déchets. Rolls-Royce s'est déjà manifesté. Les réserves d'énergie. L'uranium 235 ne pourrait fournir l'énergie que pour quelques dizaines d'années. L'uranium 238, qui est beaucoup plus abondant, pourrait multiplier à peu près par 100 ses réserves, et le thorium 232, environ 3 fois plus abondant que l'uranium 235 et l'uranium 238, pourrait encore allonger les fournitures d'énergie. Espérons qu'il nous restera toujours assez d'énergie pour éclairer le monde.